Alors peut-être juste pour commencer, petit rappel historique, est-ce que les super-héros ont toujours existé? Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à la Grèce antique, jusqu'aux Égyptiens? Est-ce qu'eux avaient des super-héros, Gianni Aver? Alors, on est remonté jusqu'aux origines, mais après coup, évidemment, les super-héros sont un phénomène daté historiquement, même si le personnage de Superman était déjà un peu en germe dès 1935, il apparaît pour la première fois de manière véritablement publique en 1938 avec le numéro 1 de l'album Action Comics. Et ça, c'est le début des super-héros. C'est à partir de Superman qu'il y a eu un effet de clonation du modèle de la part d'éditeurs concurrents et qui a nourri cet univers qui, bien sûr, va pomper. C'est un univers éponge, se nourrit de références précédentes, même parfois assez éloignées, mais qui a assez de cohérence pour qu'on le considère comme le véritable univers des super-héros. Mais alors, comment vous définissez un super-héros? Parce que, par exemple, Hercule, qui avait une force incroyable dans la mythologie, n'est pas un super-héros? Non. Quelle est la nuance entre il y a deux manières de définir le super-héros, une logique un peu interne, c'est-à-dire qui a été trouvée sur le modèle narratif. Et en gros, il y a trois caractéristiques qui sont souvent évoquées, c'est la double identité, le costume caractéristique et les super-pouvoirs. Bon, on voit qu'Hercule, il n'a pas vraiment de double identité. Hercule, c'est un demi-dieu qui évolue dans un Olympe et dans une logique de mythe et de croyances religieuses. Donc voilà, c'est un univers qui n'est pas lié au divertissement, qui n'est pas lié... il y a un autre élément, les super-héros sont avant tout un phénomène médiatique, c'est-à-dire qu'ils s'expriment par leur support, par le fait de nourrir une industrie culturelle qui naît dans le comics book, mais qui très vite va migrer sur quasiment tous les médias, très vite à la radio, très vite au cinéma, et puis plus tard à la télévision. Et voilà, et cet univers-là qui se nourrit en partie tout seul, les super-héros s'imitent l'un l'autre de manière extrêmement rapide, et en même temps, pour amener de la nouveauté, c'est une sorte d'imitation créative, quelque part, on va chercher ailleurs des références qui puissent permettre de détacher un peu son super-héros des autres. Voilà, cet univers-là, je pense qu'il est assez facilement identifiable pour qu'on ne s'amuse pas à trouver dans des Harry Potter, dans des James Bond ou dans d'autres personnages qui, eux, héritent d'autres modèles narratifs plus anciens, enfin, pour aller après coup leur mettre l'étiquette de super-héros. Ce que disait Gianni est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à vouloir... Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est peut-être très européen à vouloir faire remonter le super-héros à l'Antiquité comme si ça nous rassurait. Peut-être parce qu'on a de la peine à imaginer qu'il puisse y avoir une création proprement américaine. Mais en fait, évidemment, d'ailleurs, le mot super-héros est une marque déposée aux États-Unis. Vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. C'était déposé par Marvel et DC. Marvel et DC sont les deux grandes sociétés de production de BD. Éditeurs de BD. Éditeurs, ouais. Donc effectivement, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est un phénomène aussi à la fois social, à la fois médiatique, puis aussi un phénomène évidemment économique qui dépend de toute la question de la presse populaire américaine depuis la fin du 19e siècle, avec des supports différents, le dime novels, le pulp magazine, les comic books, qui sont vraiment des supports adressés à un public qui est parfois jeune, parfois de langue maternelle non anglophone, etc. Et puis qui vont diffuser un imaginaire qui va plus tard arriver en Europe et puis qui va être un peu problématique parce que la question du support en Europe n'est pas la même qu'aux États-Unis, où la question des droits, par exemple, quand on préparait l'exposition sur les super-héros à la Maison d'Ailleurs, on a dû dealer un peu avec DC Comics, c'est l'enfer, parce qu'aux États-Unis, les droits appartiennent aux éditeurs, alors qu'en Europe, les droits artistiques appartiennent aux artistes. Et ce qui fait que quand ils voient une sculpture de Superman, ils disent ça nous appartient. Et le droit américain leur donnerait raison, c'est pour ça que la plupart des artistes sont affiliés aux grands groupes, alors qu'en Europe, ça appartient à l'artiste. Donc la question des droits est vraiment consubstantielle au phénomène, c'est à la fois un support médiatique, et donc c'est forcément aussi un phénomène économique avec les droits associés. Et vous dites que ça vient des États-Unis en direction de l'Europe, ça vient systématiquement des États-Unis en direction de l'Europe? Ils sont systématiquement créés aux États-Unis, ces super-héros? Disons, comme le disait Gianni, on va dire qu'il y a un moment identifié dans le temps qu'est la naissance des super-héros avec Superman en 38
qui apparaît auparavant, mais qui n'est pas le même super-héros et qui apparaît dans un fanzine, donc un magazine pour fans spécialisé. Il apparaît en 1938 et aujourd'hui la production est essentiellement américaine. On a eu une sorte dans les fin des années 70, début des années 80, une production française. Gianni connaît bien les productions italiennes, par exemple, qui se sont inspirées de l'esthétique du super-héros. Donc il y a quand même des phénomènes non américains dans les B-movies. Je vous conseille fortement, si vous aimez bien les nanars, de voir Gagam Boy, par exemple. C'est un film chinois de Spider-Boy, en fait. Et il y a quand même une production non américaine, mais originellement, la production est américaine. Et ce qu'a fait la France, par exemple, et qu'elle continue à faire à travers certains intellectuels, dont Serge Lehmann, qui est quelqu'un de pas très connu dans le champ autre que science-fiction, disons, essaye de rattacher la tradition du super-héros avant, en disant il y a des précurseurs en France, le Nyctalope, que personne ne connaît, Fantomas, que les gens connaissent peut-être plus, voire même jusqu'à Capitaine Nemo. Et on se rend compte, comme le disait Gianni, que, évidemment, si on veut trouver des origines aux super-héros avant, on peut les trouver n'importe où. Parce qu'on peut toujours identifier comme les super-héros sont des archétypes qui ont plusieurs choses différentes, plusieurs propriétés différentes, on peut toujours isoler une de ces propriétés et la retrouver auparavant, parce que la fiction se nourrit de fiction. Mais il s'avère que c'est un phénomène aussi médiatique et économique qui est américain et qui fait que les précurseurs sont des précurseurs seulement a posteriori. Il n'y aurait jamais eu de presse super-héros en France dans les années 20, ça ne s'est pas développé. On peut y trouver des précurseurs, mais il n'y a pas eu de phénomène ni sociologique, ni économique, ni médiatique, ni rien. Moi, c'est une question facile. Est-ce que Batman est un super-héros alors qu'il n'a pas de pouvoir? Oui, il a des pouvoirs technologiques. Effectivement, c'est la grande question. Et à ce moment-là, effectivement, c'est l'exception qui confirme la règle quelque part et qui montre bien que Batman est un super-héros parce qu'il naît dans des supports et dans une logique narrative qui est l'univers des super-héros. En plus, il a le costume caractéristique, c'est-à-dire au moment où Batman apparaît, il n'y a quasiment que Superman comme modèle. Donc on essaye de décliner le modèle, c'est la première déclinaison. Donc c'est une déclinaison imparfaite, quelque part, selon la définition des trois caractéristiques qui, elle arrive bien après, et qui est tout à fait critiquable, parce qu'on trouve plein d'exceptions. Est-ce que Submariner est un super-héros? Est-ce que Thor est un super-héros? Ça peut se discuter beaucoup plus que Batman, pardon. Mais il y a un univers narratif qui joue avec les limites et qu'on n'arrive pas à enfermer si facilement dans une définition. Et est-ce que c'est le but? Quelque part, on a tous une idée assez claire d'à quoi ressemble un super-héros et on le reconnaît ou pas. Je trouve que la réponse des supports est intéressante parce que quand vous discutez, quand on voit les définitions proposées par les Américains, par exemple, quand ils vous disent quelle est la définition de la science-fiction, ils vous disent c'est ce qui apparaît sous le label science-fiction. Quelle est la définition d'un super-héros? C'est ce qui apparaît dans les supports de super-héros, donc les comic books de super-héros. Et ça nous paraît toujours un peu tautologique, comme ça on se dit ouais bon ok, parce que nous on cherche d'autres choses en fait. Mais dans la logique américaine, c'est évident. Si vous apparaissez dans un comic book, Batman c'est une chose, mais pensez au Punisher qui a aucun super-pouvoir, il a juste envie de tuer tout le monde, c'est tout, voilà. Et qui est en plus pas un type très glorieux, mais qui restera un super-héros. Il apparaît dans un format qui est le format du super-héros. C'est souvent en Europe où, à cause de la tradition critique, on cherche d'autres types de propriétés qui sont en général soit thématiques, soit de la logique de construction des récits. Bon, voilà. Aux États-Unis, c'est très clair. Si vous êtes publié dans un comic book de super-héros, quoi que vous publiez, c'est un super-héros. Si vous êtes sorti en label SF ou fantasy, bon, ça n'existe pas, label fantasy, mais en label SF ou Heroic Fantasy, c'est de la SF ou du Heroic Fantasy. C'est ici qu'on a de la peine avec cette définition du support, comme si on voulait aller à l'essence même. Qu'est-ce que le super-héros par essence? Et en fait, c'est assez prosaïque, c'est plutôt un support et un mode de diffusion, à la manière dont ce support se diffuse. Donc oui, Batman est un super-héros. Si vous enlevez le support, d'ailleurs, c'est l'idée de remonter à l'Antiquité grecque ou autre, c'est quelque chose qui est très européen, de retrouver les précurseurs des super-héros, parce que justement, vous ne faites pas attention au support. C'est-à-dire qu'en fait, les propriétés sont partagées par beaucoup. Le Nyctalope, je parlais de ça, c'est inventé par un écrivain populaire français des années 10, qui s'appelle Jean de la Hire. Il voit la nuit, il a un costume, mais comme il n'apparaît pas sur un support qui est le support du comic book, il ne sera pas un super-héros. Et donc si on prend en charge le support, ça change complètement en fait. Et c'est pour ça que Tintin n'est pas un super-héros. Il n'apparaît pas dans un même support en fait. Donc si vous prenez les définitions européennes, vous en trouvez partout. Ouais. Si vous prenez des définitions américaines, donc liées au support de diffusion, alors là c'est très limitatif et Inspector Gadget n'est pas du tout dans ce cas de figure-là en fait. Essayez de voir, c'est assez drôle, justement, l'article Wikipédia du Nyctalope
Et notamment les discussions. Alors déjà, c'est un gros cocorico, parce qu'évidemment, c'est le premier super-héros. Je ne sais pas si entre-temps, ils ont changé la définition, parce qu'évidemment, c'est un jeu de lutte. Mais ça montre aussi bien qu'après, évidemment, plus le modèle prend de l'ampleur, plus l'origine du modèle doit être quelque part anoblie. Donc là, on va chercher presque du côté de la littérature, mais plus loin dans la mythologie grecque. Et plus c'est loin, plus c'est ancré loin, plus c'est censé être aussi quelque chose de noble. Lorsqu'on dit que les hiéroglyphes ou les livres des morts égyptiens, c'est de la BD, c'est n'importe quoi. Mais ça anoblit la BD. Il y a pour ceux que ça intéresse, il y a toute une sorte de débat qui existe aujourd'hui entre les chercheurs. En Suisse, on a la chance de pouvoir déjà travailler sur les super-héros et d'autres formes de médias au niveau universitaire sans aucun problème de légitimation, ce qui n'est pas le cas en France, par exemple, où c'est très très compliqué d'avoir des postes universitaires sur ce genre d'esthétique-là. Et ce qui fait qu'il y a cette recherche de légitimation, mais qui est évidemment contre-productive. Si vous dites que Hercule de la mythologie est un super-héros avant l'heure, alors vous oubliez tous les phénomènes historiques qui sont passés entre deux, et puis finalement vous faites cette impression que oui, de toute façon tout est super-héros ou tout est science-fiction. Et c'est beaucoup plus intéressant de cloisonner en réfléchissant sur les phénomènes historiques et sociaux ou économiques, parce que ça permet de pouvoir voir les variations. Et c'est dans les variations que la recherche est intéressante. Si vous essayez d'être très englobant, vous exhibez à tout le monde le fait que vous n'êtes pas reconnu puis que vous aimeriez bien être reconnu. C'est le phénomène du ghetto. Et puis une fois que vous êtes reconnu, ça vous agace par ailleurs parce que vous n'êtes plus un ghetto. Enfin, c'est un peu cette espèce de paradoxe du ghetto. Et donc évidemment, on a ce problème-là où on essaie de rechercher de plus en plus loin. Alors que c'est vrai qu'en Suisse, dans les chercheurs qui travaillent entre l'Université de Lausanne et d'autres universités, on n'a pas tellement ce problème de légitimation, on s'intéresse à des objets, et donc on n'a pas besoin de les rattacher tout le temps à des choses qui ont été anoblies, et puis ça devient absurde, si vous dites, voilà, Hercule c'est le premier super-héros, c'est complètement absurde, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes supports, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes intentions d'écriture ou de diffusion, et ça fait que faire l'inverse de ce que vous aimeriez, c'est-à-dire à légitimer un objet en tant que cet objet-là, et pas une sorte de truc global qui existe depuis la nuit des temps, qui est absurde en fait.